Bonjour Patrick Oubagnac. Bonjour Claude Tran. Tu es délégué académique au numérique, conseiller de Madame le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Mais c'est quoi un DAN? Un DAN, d'abord un conseiller. Et je crois que ce mot est important, il a du sens, il a de la valeur. Conseiller, ça veut dire qu'à un moment donné, le DAN est censé avoir une certaine expertise personnelle, ça apporte un peu, mais ça ne suffit pas. Surtout, il a autour de lui tout un réseau, et c'est ce réseau qui lui permet à un moment donné d'apporter un conseil pour aider à une prise de décision qui n'appartient pas au DAN, mais qui appartient au recteur, le cas échéant, qui peut appartenir aussi aux collectivités territoriales, puisque le DAN, à la demande du recteur, est amené à apporter des conseils aussi aux collectivités territoriales. Et j'avoue que ce terme de conseiller me plaît beaucoup. Alors bon, conseiller, c'est automatiquement un réseau, c'est automatiquement une dimension collective aussi, mais dans une mission qui est à double facette, même si elle est unique. Oui, double facette, parce qu'il y a évidemment la composante et notre préoccupation permanente, qui est la préoccupation pédagogique. Cette idée sous-jacente dans le système éducatif, mieux faire réussir tous les élèves. Ça, c'est une priorité absolue. On ne peut pas composer avec ça, c'est évident. Mais on a aussi la seconde facette qui consiste à se dire, on est face à un outil particulier, à des outils. On résume souvent en un seul mot le numérique, avec quelque chose de complètement protéiforme, quelque chose qui évolue tous les jours, qui évolue dans sa technologie, qui évolue dans ses usages, qui évolue dans les contenus qu'on est susceptible d'aborder. Donc vraiment une variété phénoménalement importante, et c'est entre ces deux composantes, la dimension pédagogique et la dimension peut-être plus technologique quelque part, qu'il faut qu'on se situe. Alors, ta réflexion sur la place du numérique dans l'école, c'est bien évidemment forgé dans ton expérience personnelle. Et donc, l'objet de cet entretien, c'est d'aller au fond d'un certain nombre de sujets, de problèmes qui sont posés dans cette place du numérique dans l'école. Moi, j'ai une première question à te poser, et on la pose généralement. Le numérique peut-il, selon toi, faire mieux réussir tous les élèves? Mieux réussir tous les élèves. Belle ambition. Est-ce que le numérique peut suffire à ça? Non. À l'évidence, non. Et il faut qu'on soit lucide. On n'a jamais trouvé une technique, quelle qu'elle soit, qui soit en mesure de mieux faire réussir tous les élèves. Même si le numérique offre des possibilités extrêmement vastes et extrêmement intéressantes, ce n'est pas le numérique, c'est l'usage qui sera fait du numérique. Et l'usage qui sera fait du numérique au bout du compte, c'est l'usage que l'enseignant fera du numérique. L'usage que l'enseignant fera aussi du numérique en direction de l'élève, mais pas seulement, en associant autour de lui tout un réseau apprenant. C'est-à-dire en se disant que finalement, le numérique peut amener l'élève à fréquenter des lieux de savoir, quelque part, des lieux virtuels ou des lieux réels, qu'il peut interroger le monde à travers le numérique, mais qu'il peut aussi utiliser le numérique pour regarder son environnement proche. Donc c'est à travers cette action de l'enseignant que le numérique peut offrir une chance de revisiter cette problématique, de mieux faire réussir tous les élèves. Donc le cœur du problème, c'est l'enseignant, et le cœur du problème des enseignants, c'est le problème pédagogique. Absolument, c'est tout à fait ça, et je crois qu'il faut vraiment quelque part qu'on réussisse à affranchir les enseignants d'autres préoccupations que les préoccupations pédagogiques. C'est un peu ce qui crée une difficulté à l'heure actuelle, encore, avec le numérique. Deux facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, la maîtrise que pensent avoir les enseignants du numérique. Bien souvent, des enseignants nous disent « Ah non, mais moi, j'y comprends rien, j'y connais rien ». Ce sont les mêmes enseignants qui très probablement chez eux ont des usages tout à fait quotidiens du numérique et ça ne leur pose pas de problème. Donc je crois qu'il faut les rassurer, reconstruire quelque chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et il est cette fois-ci plus problématique quelque part, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse aider les enseignants, pas en leur apportant des directives, pas en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais en les confrontant à des situations, en les amenant à échanger entre eux, échange de pratiques, mutualisation, les amener à concevoir le numérique comme un outil
à leur service, au service de leur pédagogie. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, le troisième point, et il est non négligeable, c'est qu'il faut absolument que les outils du numérique deviennent de plus en plus sécures dans leur usage. Or, actuellement, on a encore trop souvent des conditions matérielles qui font que des enseignants se retrouvent perturbés dans la réalisation de leur activité parce que le numérique ne fonctionne pas. Comme on dit à ce moment-là, ça ne marche pas. On se rend compte très souvent que les dysfonctionnements sont des dysfonctionnements mineurs, mais ils ne sont pas perçus comme mineurs par les enseignants. Ils sont perçus comme des blocages complets et vécus comme des blocages complets. Ces enseignants, quand ils se retrouvent confrontés à ces blocages, inévitablement ont du mal à construire la relation de confiance en l'outil. Confiance en son livre, on y arrive. Confiance en son stylo, bon, allez, un jour il sera en panne, on trouvera un deuxième stylo, on y arrive. Le numérique, ça semble être tout autre chose. Quand on appuie sur un bouton, inévitablement, et à quelque niveau qu'on se trouve, se pose la question, est-ce que ça va marcher ? Alors justement, bon nombre d'enseignants, dans une démarche pédagogique proactive, rendent les élèves acteurs de leurs apprentissages. Le numérique leur permet également de faire en sorte qu'ils puissent être producteurs d'outils numériques, voire concepteurs d'outils numériques. Cette évolution dans les pratiques pédagogiques des enseignants n'est-elle pas également un moteur du développement de l'usage du numérique ? Absolument, absolument. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que je crois que l'école est là, bien évidemment, d'abord et avant tout, pour faire travailler les élèves, pour leur donner l'occasion de construire des connaissances, des compétences, d'accéder à de la culture. Le fameux socle commun, c'est quelque chose de capital, c'est se dire que tout élève doit apprendre un certain nombre de choses et que pour les apprendre, il n'y a rien de mieux que de rentrer véritablement soi-même dans les apprentissages et d'avoir du plaisir à apprendre. Ce fameux plaisir à apprendre dont on sait que c'est un moteur absolument capital pour le devenir, non seulement scolaire, mais à terme social de tous ces jeunes élèves. Philippe Vattrelot, dans le rapport qu'il a remis à la ministre sur l'innovation, fait apparaître que l'innovation concourt à une meilleure justice sociale dans l'école. Et c'est vrai que notre école est très inégalitaire. Alors peut-on dire la même chose ? Le numérique peut-il réduire ou éventuellement même amplifier les inégalités dans l'école ? Alors, évidemment, ça peut paraître paradoxal. Je serais tenté de dire non. Il pourrait même, effectivement, les amplifier si on le considère comme un objet extérieur. Il placerait toujours les mêmes enfants en difficulté. Et on sait exactement, on est parfaitement capable d'identifier socialement où se situeraient les élèves en difficulté. Parce que le numérique rajouterait de la complexité à la complexité de l'école. L'innovation est tout autre chose. L'innovation, c'est une stratégie. Et donc, dans cette stratégie qu'on mobilise le numérique comme outil au service de l'innovation, là, c'est là où ça prend tout son sens. Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Philippe Vattrelot quand il dit que l'innovation peut réduire la fracture scolaire, peut réduire les inégalités induites par l'école. Mais il faut, pour ça, avoir des outils. Le numérique est un outil au service de l'innovation. Si on se sert intelligemment de cet outil, mais si on arrive à créer des réseaux qui font qu'on arrive ensemble à construire. Et ces réseaux autour de l'innovation sont essentiels. On est là dans le cadre des net-journées et on parle beaucoup espace numérique de travail. Cet espace où les élèves peuvent échanger entre eux. Cet espace où les enseignants peuvent échanger entre eux, mutualiser. Se dire que telle stratégie est peut-être plus pertinente que telle autre, mais que pour tel élève, il vaudrait mieux encore envisager autre chose. Tout ce foisonnement, tout ce bouillonnement, toute cette innovation contrôlée, maîtrisée, appropriée par les enseignants, c'est ça qui peut réduire l'inégalité scolaire. C'est pas une innovation dictée par le haut. Si on dit aux enseignants « innover », point d'exclamation, on peut mettre autant de points de suspension qu'on voudra derrière, les effets produits risquent d'être extrêmement limités. Si par contre on place les enseignants en situation de s'approprier
ce qui est leur propriété naturelle. L'innovation, parce que l'innovation détermine les pratiques, et que les pratiques, ce sont les enseignants qui les mettent en œuvre. Je crois que là, on a peut-être une chance de construire quelque chose. Et le numérique peut y aider, très probablement. En d'autres termes, prôner la formation par les pairs, prôner la collaboration, prôner le partage, prôner la mutualisation, prôner l'horizontalité, c'est ce qui concourt à faire une école plus juste? Ah oui, à l'évidence, c'est tellement évident que, mais je crois que les enseignants en ont tous quelque part conscience, et les tensions qu'on trouve dans le système éducatif sont très souvent des tensions résultant justement d'une perception par les enseignants de diktat qui leur serait imposé, alors qu'eux-mêmes auraient eu très spontanément et très naturellement ces idées-là. Quand on vit les choses comme une réforme venant du haut, ça n'a aucune chance de fonctionner. Ça fonctionnera par ajustement et apparence, mais en réalité, en profondeur, il n'y aura pas de grand changement. Si les enseignants s'emparent vraiment de l'affaire, si on leur dit c'est votre affaire, l'exemple de la formation à cet égard est vraiment caractéristique. Comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, pour des enseignants qui sont des cadres A, une formation descendante où on leur explique ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur classe? Ça me fait irrésistiblement penser à la phrase d'Audiard qui dit que le prix de la betterave est fixé par des lascars qui ne sauraient même pas planter un radis. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître l'expertise des enseignants. Moi, je pense que les meilleures formations que j'ai vues par rapport au numérique, c'est quand les enseignants s'emparent de cet outil, viennent demander à la DAN, donc à la délégation académique au numérique éducatif, des suggestions, des propositions, un accompagnement pour faciliter les choses, mais qu'au bout du compte, ils s'approprient l'affaire. C'est un peu l'esprit magistère. Si on utilise magistère comme on voudrait vraiment l'utiliser, cette plateforme de formation à distance qui est à disposition des enseignants, on peut vraiment développer des choses extrêmement intéressantes. Il faut simplement sortir du modèle descendant un jour ou l'autre, et il faut le faire d'urgence. Merci beaucoup, Patrick Urbaniak. Je t'en prie, Claude Tran. Merci à toi.